Hop là, ça c'est lancé. Le micro fonctionne bien. Bref, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite face cam au début, je fais ça très rarement. J'ai carrément pris des petites notes parce qu'il y a quand même plusieurs points que je veux élaborer dans cette vidéo. Donc c'est sur un sujet bien précis, bien technique. Tu le verras, enfin tu l'as sûrement vu dans le titre et tu sais de quoi ça va parler. C'est quelque chose que j'ai pas trop vu sur YouTube. Enfin personne n'a fait ça en fait. Donc moi je vais te montrer un peu ce que moi j'ai fait. Donc ça concerne principalement comment je dirais, tout ce qui est la thématique d'être autonome en électricité. Donc il y a beaucoup de gens, on veut toujours être le plus possible autonome en électricité, donc ça veut dire le moins possible dépendre du réseau. Et du coup, si on produit son énergie localement avec des panneaux solaires, c'est de pouvoir au maximum consommer cette énergie-là. Donc j'ai découvert en fait 3 étapes principales, enfin que dans mon cas en fait, mais à mon avis dans beaucoup de cas quand on a des panneaux solaires et qu'on produit, 3 étapes en fait pour aller le plus possible vers l'autonomie ou le plus possible consommer en fait ce qu'on produit. Donc déjà en fait la première étape c'est de venir en fait autoconsommer ce qu'on produit sans stockage. Donc ça veut dire en fait c'est le schéma classique qu'on voit énormément, c'est que tu as tes panneaux solaires qui vont produire, un onduleur qui va du coup injecter cette puissance là sur le réseau. Ce qui est consommé par la maison est consommé directement par ce qui est produit, et le surplus part sur le réseau, et si tu produis pas assez, tu vas consommer du réseau. Donc ça c'est vraiment le schéma qu'on retrouve énormément parce que c'est très simple à mettre en place, en tout cas quand tu as des panneaux solaires, ce qui est très courant. C'est la méthode la plus simple et la moins onéreuse à mettre en place. Donc ça c'est très avantageux dans le cas où tu as un compteur qui tourne à l'envers, parce que du coup ça veut dire que tu vas pouvoir en fait consommer la nuit et en hiver ce que tu produis en journée et en été. Vu que l'indexation en fait, enfin la tarification se fait sur une année entière, le compteur va pouvoir récupérer les kilowattheures que tu as consommé en hiver, enfin avec la production de l'été quoi. Je sais pas si c'est très clair, bref. Mais donc en fait là, le désavantage, c'est que chez nous en Belgique, on a le tarif prosumer, donc qui est en fait un tarif que tu vas payer pour l'utilisation du réseau. Donc c'est pas une taxe, il y en a qui croient que c'est une taxe, mais non, c'est du coup les frais d'utilisation du réseau. Parce que du coup, quand tu vas injecter sur le réseau, ton compteur va tourner à l'envers, mais ils savent pas ils savent pas que tu utilises le réseau aussi. Et donc, pour entretenir le réseau, ils ont mis en place un tarif prosumer. Et donc là, en fait, ça veut dire qu'ils vont prendre la puissance de ton installation et déduire un tarif plus ou moins maximal d'utilisation du réseau, quoi. Maintenant, si tu as un compteur qui est communicant, donc ça veut dire que tous les quarts d'heure, il va détecter ce que tu injectes et ce que tu consommes, et là, la tarification sera adaptée au réel. Mais en tout cas, avec le tarif prosumer, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Ça marchait très bien, c'est très efficace, pas cher, machin, ça on adore. Mais donc, je te mets ici au-dessus, je sais pas trop, la vidéo, enfin les 2 vidéos que j'ai fait sur cette installation-là, qui date déjà d'il y a quelques années. Donc ça c'est la première étape, mais qui ne permet pas vraiment d'être autonome, on est toujours dépendant du réseau. Et donc la deuxième option en fait que j'ai découvert, enfin que j'ai appliqué chez moi aussi, c'est qu'en fait on garde la même installation 100%, mais on vient en fait adapter sa consommation le plus possible à sa production en fait, donc pour pouvoir consommer la journée principalement quand on produit. Et donc si c'est bien fait, en fait on peut maximiser son autoconsommation et dépasser les 37%. Si on dépasse les 37%, ça vaut la peine d'installer un compteur communicant, parce qu'avec le tarif prosumer, ils estiment on n'autoconsomme jamais plus que 37%. Et du coup, si c'est le cas, c'est plus intéressant au niveau de la facturation, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait pour ça, il y a plusieurs options, mais en tout cas, j'ai pris les gros consommateurs de la maison, donc qui est par exemple le boiler pour chauffer l'eau sanitaire. J'ai mis un timer dessus pour qu'il tourne entre 13h et 16h, donc c'est vraiment là qu'il y a les pics de production solaire les plus hautes. Donc j'ai mis ça à cette heure-là. Et aussi, vu que je suis en télétravail, c'est un énorme avantage pour pouvoir faire tourner les machines en journée et aussi pouvoir recharger la voiture, parce que du coup c'est clairement la voiture le plus gros consommateur ici à la maison. Et bon, pour beaucoup de monde, j'imagine. Mais donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu en fait interroger l'API Tesla, parce que du coup, c'est une Tesla Model 3. Et alors, ce que j'ai fait une automatisation en fait qui va venir adapter la puissance de recharge de la voiture en fonction de ce que je produis en solaire. Donc, en fait, tu as une automatisation qui va prendre la puissance de l'onduleur,
et ensuite envoyer un message à la voiture, donc avec l'API. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un API, c'est comme si tu envoyais des petits messages à un service informatique pour soit récupérer des données, soit en envoyer. Et donc là, dans ce cas-là, je vais envoyer la puissance de recharge à la voiture en temps réel, hein. Donc comme ça, la voiture va pouvoir adapter sa recharge en fonction de ce que je produis. Et ça a l'avantage en fait que du coup, si je produis plus que ce que je consomme, eh ben, ça va être injecté dans la batterie de la voiture. Et si je produis moins, eh ben, la voiture va charger moins vite en fait. Donc comme ça, je ne vais pas aussi recharger la voiture avec l'énergie du réseau. Bref, donc ça c'est aussi un gros avantage et ça permet de faire ça c'est pas simple. Je sais qu'il existe des bornes qui font ça automatiquement avec une petite pince antipérimétrique sur le compteur. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que ça coûte quand même 5 ou 600 euros ou même plus, je sais pas. Donc moi, vu que j'ai un peu de connaissances en informatique, ben, j'ai voulu faire ça comme ça. Ça m'a amusé aussi le temps de quelques week-ends et quelques soirées. Donc ça, c'est ça. Et alors par contre, avec ça, le désavantage, c'est qu'en fait, il y a des consommations qu'on peut pas bouger, hein, qui sont constantes. Donc moi, j'ai mesuré 200 à 300 watts en constant, donc de tous les appareils de veille, hein. À mon avis, c'est box Wi-Fi, le NAS, machin, un peu tout ça, le frigo aussi. Et ça, on peut pas bouger. Du coup, ça, c'est d'office de l'électricité que tu vas consommer du réseau la nuit ou quand tu produis pas assez, quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape, aussi facile à mettre en place parce qu'au final, ça demande juste un peu de gestion d'électricité plutôt que vraiment une installation bien spécifique. Ensuite, tu as la troisième étape qui là est vraiment l'étape summum en fait de l'autonomie électrique, hein, si on peut dire. Enfin, de nouveau, dans cette étape-là, il y a plusieurs niveaux. Donc, soit, en fait, tu vas en gros ajouter du stockage à ton installation, donc avec une batterie, hein, c'est le plus simple pour le moment à mettre en place, c'est une batterie. Donc, que tu vas connecter sur ton onduleur et comme ça, en fait, la batterie va absorber l'énergie que tu produis en trop et la restituer en fait la nuit par exemple quand on a besoin. Donc ça c'est pas mal aussi, mais c'est quand même un sacré budget, hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé une autre alternative, même si j'ai très peu, on voit que j'ai 200-300 watts en continu. Peut-être qu'avec une batterie 4 ou 5 kWh j'aurais eu largement assez pour tenir la nuit et arriver au lendemain. Mais donc en fait ce que j'ai voulu faire moi c'est que donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai converti une 4L en électrique sur une autre chaîne, hein. Donc je te mets le lien de la chaîne si ça t'intéresse en description, hein. Et donc en fait là j'ai la batterie de la 4L qui est énorme, hein, qui est 44 kWh. Donc c'est quand même beaucoup et comme pour le moment je peux toujours pas rouler avec parce qu'elle n'est pas homologuée, et ben c'est une batterie qui est là et qui est inutilisée en fait. Et même plus tard quand elle sera homologuée, je touche du bois, normalement ça devrait se faire un jour, hein, j'espère, bref. Et ben là, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser énormément cette batterie pour alimenter ma maison. Donc pour pouvoir la recharger avec le solaire et ensuite utiliser cette batterie-là pour alimenter la maison, hein. Donc ça va demander un peu d'adaptation, comme c'est quand même du DIY 100%, hein, donc j'ai pas trop trouvé d'autres gens qui ont fait ça. Et des modules ou des kits ou des onduleurs ou machin qui sont compatibles avec la batterie que j'ai dans la 4L. C'est quand même très spécifique. Et ben, je vais bidouiller un peu un système, mais qui fonctionnera. J'ai déjà fait quelques tests, je te montrerai ça. Mais donc ça va être pas mal, hein. Comme ça, je vais vraiment, en tout cas en été, pouvoir être 100% autonome et même avoir trop, hein, en fait, d'énergie avec 44 kWh. Après, ça, c'est le stockage. Il y a le solaire aussi, enfin la production solaire qui compte. En été, je sais que j'aurai largement assez avec ce que j'ai actuellement. Pour le moment, actuellement, j'ai une puissance de 4,4 kW crête. Donc ça, je sais qu'en été, c'est largement suffisant pour recharger la batterie et tenir autant de fois qu'il faut, même plusieurs jours s'il fait mauvais. Mais par contre, en hiver, là, la production solaire sera largement, enfin pas assez, peut-être pas largement, mais elle sera pas assez pour tenir plusieurs jours à mon avis. Donc à mon avis, plus tard, je vais rajouter des panneaux solaires en plus. En tout cas, pour le moment, je vais pouvoir déjà faire des tests et voir si ce que je veux faire en fait va fonctionner. Donc voilà, je vais te montrer ça maintenant. Là, j'ai quand même beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps ça dure. Bref, donc je vais te montrer ça. Je vais faire les petites adaptations et améliorations aussi au fur et à mesure parce que je fais des tests. Je teste un peu et puis j'améliore au fur et à mesure. Donc je te montre tout ça et je te reprends à la fin pour un petit récap ou un petit bilan, voir si ça fonctionne bien et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Allez, je te montre ça. À plus. Bon, alors on se retrouve maintenant ici dans le garage, hein, là où il y a la 4L ici.
Il y a déjà pas mal de poussière en plus qui s'est posée. Mais donc je vais te montrer un peu ici déjà ce que j'ai fait pour le moment, les tests que j'ai fait. Donc déjà ici, première chose, c'est qu'on voit le tableau électrique existant. Donc là, forcément, c'est le bordel, hein. J'ai fait déjà des modifications juste pour le test, donc c'est vraiment le bordel au niveau des câbles. Faut pas s'en faire pour ça. Mais donc, première chose que j'ai fait, c'est que je suis venu ajouter ici le compteur. Donc, on a ici un compteur qui a ses pinces ampères-métriques ici. Donc, pour venir en fait vraiment comprendre mes besoins d'électricité, hein, donc de prélèvement et d'injection sur le réseau. Donc, pour voir un peu tout ce que j'ai besoin comme puissance et tout. Bref, donc ça j'ai ajouté. Par contre, en fait, je voulais avoir un compteur qui sache être connecté à l'onduleur Huawei que j'ai. Mais forcément, je me suis trompé de modèle. Et donc là, il n'est pas compatible, il ne sait pas être lu. Mais donc, j'ai dû ajouter ici un petit module. Donc, on voit ici le petit boîtier noir. C'est un petit module en RS485. Donc, qui va lire le mode bus du compteur pour envoyer toutes les infos en Wi-Fi à Home Assistant. Donc, ça, j'ai dû programmer aussi pour pouvoir avoir les infos à distance, quoi, parce que c'est bien beau d'avoir ici un petit écran, hein, on le voit, mais c'est pas très utile si les infos sont pas remontées. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Tout ça, je vais quand même encore devoir modifier et améliorer, hein. Enfin, de toute façon, ça va être changé. Ensuite, deuxième chose que je suis venu faire, on va se retrouver ici dans la 4L, hein, donc au niveau du BMS. Donc ici, j'ai de nouveau dû ouvrir tout ça. Donc là, c'est aussi un petit peu le bordel, mais ça, c'est normal. Mais donc ici, on se retrouve au niveau du BMS qui est là, hein. Tac, je vais essayer de pas le cacher. Donc ça, c'est le BMS ici. Donc là, qui a vraiment toutes les connexions, vraiment le cerveau de la batterie. Et donc, ce que je suis venu faire, en fait, c'est que je suis venu aussi rajouter ici un petit module. Donc, c'est un ESP32. Donc, qui va aussi, en fait, remonter toutes les infos du BMS en Wi-Fi, hein, au Home Assistant. Donc, en fait, c'est un petit module qui va lire les messages CAN. Donc CAN, c'est Communication Area Network, donc c'est vraiment tout le réseau de communication du BMS. Donc lui, ici, il va lire toutes les infos et transformer ça en messages lisibles des infos lisibles et remonter ça du coup à Home Assistant, hein. Donc ça, j'ai fait aussi. J'ai dû programmer ça aussi pour avoir vraiment toutes les infos du BMS, comme par exemple le voltage, l'ampérage de la batterie, donc toute la puissance qui rentre et qui sort de la batterie, le pourcentage de charge de batterie et tout ça. Donc ça, c'est vraiment aussi très important à avoir. Et alors ensuite, la dernière chose ici, c'est à ce niveau-là, ben, c'est du coup l'onduleur, hein, donc que je suis venu pour le moment brancher comme ça temporairement. Donc on le voit ici. Et alors je suis venu le brancher ici temporairement au niveau du moteur, hein, là où il y a les câbles de puissance qui arrivent au moteur. Donc il y a le plus qui se met tac ici et le moins qui se met là. Donc avec les câbles que j'ai reçus pour le moment, je les branché comme ça. Et donc là, j'ai déjà branché ici des appareils de test, hein. Donc il y a la lampe UV et la pompe à eau. Et donc on peut voir ici qu'on consomme 36 watts. Donc ça, c'est la consommation de la lampe UV. Et alors on a d'autres infos comme le voltage courant continu ici, 87 volts, et ici 233, c'est l'alternatif. Et alors on a aussi ici la température et la fréquence. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est déjà le premier test ici, mais forcément ça va pas être comme ça, hein. Il va pas être connecté comme ça à l'arrache et il va pas être là. En fait, je vais le mettre au mur ici. Donc là, je vais venir mettre ça et alors j'ai commandé tout le nécessaire pour venir mettre tout ça au mur, hein. Donc ici, par exemple, on a le câblage, hein, donc, que je vais mettre entre l'onduleur et la batterie. Donc c'est du 35 mm². Donc c'est du gros câble. Ici, tous les petits œillets à sertir pour tout ça. Et alors, on a ici aussi un fusible qui est en 200 ampères, hein, je pense, pour protéger le câble. Donc voilà. Et alors ici, en dessous, par contre, ça c'est le tableau électrique parce que je vais du coup mettre un tout nouveau tableau électrique ici au mur, juste là. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir refaire toute mon installation à zéro, hein, parce qu'en fait, là, pour le moment, je suis en triphasé 230 sans neutre. Et là, je vais faire toute mon installation, ma nouvelle installation, totalement en monophasé en fait. Donc comme ça, je vais pouvoir avoir qu'un onduleur en monophasé pour venir alimenter toute la maison, quoi. Donc ça, je vais faire, je te montrerai ça un peu aussi, l'installation. Donc je te montre ça, je vais faire ça maintenant petit à petit. Je vais devoir de toute façon commander, enfin acheter encore beaucoup des disjoncteurs et des différentiels et tout ce qui s'ensuit. Bref, donc je vais te montrer ça. Allez, c'est parti, hein. Bon, donc ici, une petite démo dans Home Assistant, hein. Donc, c'est pas le jour le plus idéal pour voir tout ça. Mais donc ici, on a le tableau de bord, hein, donc avec toutes les infos
liées à la consommation et la production. Donc on peut voir ici, en fait à gauche en dessous, on voit la batterie de la 4L, mais ça, les données sont pas encore trop correctes. Il y a le voltage et la puissance qui est correct, mais pas le pourcentage. Bref, donc ça, je vais encore devoir adapter. Mais on peut voir ici, par exemple, le solaire actuellement qui produit 539 watts et la maison consomme 233 dans le Others, hein, là. Et donc, on peut voir aussi que la Tesla, elle, recharge à 489 watts. Donc, ça doit être 2 ampères. Hein, donc, je peux que régler les ampères. Et donc, ça veut dire que là, je prends 178 watts du réseau. Et donc, ça veut dire que là, ça va s'adapter à chaque fois. Donc, pour chaque fois, injecter ou prendre le moins possible du réseau. Donc, voilà, on peut voir ici le graphique aussi qui montre tout ce qui rentre et qui sort. Donc là, on peut voir que je suis proche de 100% sur les deux graphiques. Donc, ça, c'est l'idéal, hein. L'idéal, c'est d'être à 100% à gauche et proche des 100% à droite. Comme ça veut dire que je consomme et je consomme ce que je produis, en fait. Donc voilà, là c'est encore des infos un peu dans tous les sens. Donc là, ça permet quand même pas mal de suivre pas mal tout ça, hein. Et donc il y a le deuxième tableau de bord ici qui est aussi sur uniquement l'usage de l'électricité, hein. Donc on peut voir ici par exemple la production solaire avec le petit pointillé qui est la prévision et le réel, hein. Donc tout ça ici c'est pas mal. On voit chaque fois ici les trucs en détail, hein. Donc il y a par exemple ce qu'on prend de la batterie, ce qu'on injecte sur la batterie, ce qu'on consomme du solaire ou ce qu'on injecte sur le réseau et tout ça. Donc ça c'est pas mal. Ici aussi un beau petit graphique, toutes des infos. Bref, je vous montre un peu comme ça en détail, mais donc ça c'est pas mal, hein. Et je dois dire qu'on est vite accro en fait à tout ça, à regarder ça en détail parce que ça donne quand même beaucoup d'infos, des données dans tous les sens et on devient vite accro à tout ça, hein.
Bon, on est donc maintenant quelques jours plus tard. J'ai finalisé un peu, enfin provisoirement encore, l'installation. Donc je vais te montrer ça, hein. Donc tu as déjà vu pas mal. Mais donc la première chose que je suis venu faire en fait, c'est que je suis venu ici ajouter dans la 4L un petit boîtier de connexion. Donc là avec deux connecteurs, un plus un moins, donc qui va vers l'onduleur, hein. Et comme ça en fait, je vais pouvoir déconnecter ici, enfin débrancher. Et dès que je voudrais prendre la voiture pour rouler avec ou la bouger ou quoi, eh ben j'aurai qu'à défaire là et comme ça tout ça sera déconnecté. Donc il y a les deux fils qui arrivent ici. Le plus qui passe ici par un fusible pour protéger tout ça, hein. Et alors ça arrive ici à l'onduleur, donc le moins qui arrive directement. Donc l'onduleur ici, ensuite tu as l'alternatif ici qui arrive dans le tableau électrique. Ici j'ai donc un premier disjoncteur 40 ampères, donc pour protéger le câble, hein, en entrée. Et alors ici ça arrive dans un sélectionneur de sources, donc ça veut dire que c'est un boîtier en fait qui va avoir deux sources en entrée et une sortie, qui est ici du coup le tableau électrique. Et donc ça va permettre en fait de sélectionner deux sources, enfin je veux dire chaque fois une source à la fois en fonction de celle qui est disponible en fait. Donc là l'onduleur ici il est programmé, enfin il est connecté sur la source primaire et le secondaire est branché avec ce câble ici provisoirement au tableau électrique là-bas, hein. Donc ça veut dire que là par exemple si je vais couper ici l'onduleur, il va basculer automatiquement sur le réseau de distribution, hein. Tac, là on a vu qu'il s'est basculé, donc là je consomme sur le réseau. Et là, je vais rallumer l'onduleur. Et voilà, et on est rebasculé du coup sur l'onduleur. Donc là, je consomme de nouveau de la 4L. Donc ça, c'est pas mal, hein, comme ça, quand je voudrais débrancher là, eh ben, je coupe l'onduleur et alors je peux bouger et la maison continue toujours à être alimentée, hein. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour recharger la 4L, du coup, pour le moment, j'utilise là la fiche avec le chargeur intégré qui est là. Donc ça, c'est en alternatif, hein. Et alors, j'ai mis ici un petit module qui va venir contrôler la charge de façon automatisée. Donc, dès qu'il y a la production solaire qui atteint un certain niveau, eh ben, il déclenche ici le chargeur de la 4L. Donc, pour venir le recharger. Donc ça, c'est pas mal, mais par contre, c'est pas très efficient parce que du coup, tu as l'onduleur solaire qui va convertir le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif, qui va l'injecter sur le réseau et ensuite ce courant alternatif va être injecté dans la 4L via le chargeur embarqué ici, qui lui va convertir le courant alternatif en courant continu dans la batterie. Et ensuite, ce courant continu de la batterie va être injecté dans le réseau avec l'onduleur là. Donc aussi encore une conversion. Donc ça, c'est pas du tout efficace, hein. Il y a beaucoup trop de conversions et des pertes sûrement par-ci par-là. Donc le but en fait, ce que ça va être rajouter un contrôleur de charge MPPT, donc qui va remplacer l'onduleur solaire ici. Et c'est pour ça que j'ai prévu ici deux câbles, donc un plus un moins courant continu, que je vais venir brancher du coup un régulateur de charge MPPT qui sera là. Et alors les câbles solaires qui vont maintenant actuellement dans l'onduleur solaire, eh ben, je vais venir le mettre dans le régulateur de charge MPPT. Et comme ça veut dire que lui, il va charger en fait la batterie de la 4L en courant continu et ça va pas passer par l'alternative, quoi. Et alors la seule conversion qui se fera, c'est du coup ici au niveau de l'onduleur là pour alimenter la maison, hein. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, j'ai commandé le régulateur de charge. Là, je dois encore le recevoir. Donc je vais installer ça sûrement dans les prochains jours. Je te montrerai ça de toute façon. Et alors, ce sera tout, hein. Après, il me restera plus qu'à faire toute l'électricité de la maison parce que là, tout ça, c'est provisoire, hein. Le tableau là-bas que tu vois, c'est provisoire. Donc tout ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Mais là, en tout cas, on peut voir que ça fonctionne très bien et que c'est quand même pas mal comme système. Au final, avec la 4L, je peux quand même tenir pas mal de jours en autonomie. Donc en été, je suis sûr que ça va être largement suffisant au niveau solaire et stockage. Mais par contre, je vais voir en hiver ce que ça dit. Si j'ai assez en hiver pour tenir en autonomie, hein. De toute façon, on peut voir que si j'ai pas assez de batterie, ça va couper et du coup, je reprendrai sur le réseau. Et s'il faut même, en fait, je peux recharger la 4L sur le réseau si vraiment j'ai pas assez de solaire, hein. Donc tout ça, c'est possible. Je peux vraiment décider avec des automatisations et tout ça, tout ce que je vais faire, bref. Et voilà, donc la vidéo là, elle touche à sa fin, hein. Donc au final, j'ai fait quand même pas mal de choses, même si c'était quand même beaucoup de blabla. C'est un peu différent que d'habitude, mais donc là, j'ai terminé le principal que je voulais faire et il y aura bien sûr encore des améliorations à faire, hein. Ça c'est sûr. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Peut-être pas la prochaine, peut-être que je ferai l'électricité générale de la maison d'ici là, mais en tout cas, il y a encore des améliorations à faire et je te montrerai tout ça, hein, et je t'expliquerai un peu en détail aussi la version finale, hein, de mon installation et un petit bilan aussi de ce qui en est.
et peut-être aussi même en hiver de ce qui en est de tout ça. Bref. Et donc tu peux toujours laisser un petit like si ça t'a plu, un petit commentaire si tu as une question, hein, vu que c'est quand même très technique. Tu peux laisser un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre ou j'y répondrai peut-être dans la vidéo prochaine, la prochaine vidéo à ce sujet. Bref, et tu peux aussi partager à qui ça pourrait intéresser, hein. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine, hein, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.